Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Le casse-tête toujours plus difficile pour le gouvernement confronté à la récession. François Hollande défend le sérieux budgétaire pour rétablir la compétitivité et ramener le déficit sous les 3% en 2014. Est-ce possible? Une autre politique est-elle envisageable? Débat tout à l'heure entre l'économiste Philippe de Sertine, membre du Haut Conseil des finances publiques, et le sénateur communiste Gérard Lecam. Débat sous tension aujourd'hui au Sénat sur la loi de sécurisation de l'emploi, manifestation de syndicats hostiles à l'extérieur et contestation à l'intérieur du PCF qui a demandé en vain la suspension du débat. Les victimes des prothèses mammaires PIP expriment leur colère devant Jean-Claude Masse dès l'ouverture du procès spectaculaire de ce dernier à Marseille. Invité du 19h, le sénateur PS Bernard Cazeau, rapporteur de la mission d'information sur les implants médicaux. Des obsèques sous les applaudissements, mais également les huées. D'un côté du trottoir, par exemple, on a vu aujourd'hui des vétérans des Malouines et de l'autre des manifestants criant « Maggie pourrie ». Le passage du cercueil de Margaret Thatcher à Londres a mis en lumière les divisions de la Grande-Bretagne sur l'héritage de celle qui a quitté le pouvoir il y a 23 ans. Le faste, lui aussi contesté, était au rendez-vous. La reine Elisabeth siégeait au premier rang des invités, triés sur le volet dans l'imposante cathédrale Saint-Paul à Londres. Le gouvernement s'accroche à ces chiffres sur la croissance. Il ne croit pas à la récession cette année, et également sur la réduction des déficits. Nous sommes réalistes, se défend Bercy, qui ne s'aligne pas donc sur le pessimisme notamment du FMI et du Haut Conseil des finances publiques. Mathilde Bélanger. Pas de récession en 2013, Bercy mise toujours sur un petit 0,1% de croissance avant une reprise économique plus nette en 2014. Dans son programme de stabilité présenté aujourd'hui, le gouvernement s'engage auprès de Bruxelles à ramener son déficit juste sous les 3% l'an prochain. Pour 2013, par contre, il confirme que l'objectif est loin d'être atteint. Nous voulons laisser sa chance à la croissance française. Nous refusons l'austérité. Nous sommes dans le sérieux. C'est pourquoi le déficit sera de 3,7% en 2013. Nul besoin d'un plan d'ajustement supplémentaire. Nous sommes dans la constance, dans le sérieux, dans le soutien à la croissance. Le plan doit rapporter 20 milliards d'euros à l'État, en majorité par des économies. Baisse des dépenses de l'État, des dotations aux collectivités territoriales et économies sur la branche famille de la sécurité sociale. Mais il prévoit aussi 6 milliards d'euros de recettes, hausse d'impôts, rabot sur les niches fiscales et renforcement des contrôles fiscaux. Paris doit désormais convaincre ses partenaires européens que ces mesures suffiront. La France joue plus que le jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sera pas à 3%, mais il faut rappeler que même si on n'est pas à 3% pour 2013, l'effort budgétaire, il est de 36 milliards, donc c'est colossal. Et que là, on va rajouter 20 milliards. Donc on est sur des politiques d'ajustement budgétaire qui sont historiques. Le gouvernement français a quand même des arguments pour ne pas aller plus loin. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'il ait des arguments pour aller justement un peu moins loin dans cette austérité. Le programme sera transmis le 30 avril à la Commission européenne qui publiera ses propres prévisions économiques. Bruxelles s'est pour l'instant refusé à tout commentaire sur le texte présenté ce matin. Impôt supplémentaire en vue puisque le taux de prélèvements obligatoires va atteindre un record l'an prochain, 46,5% de la richesse nationale. La récession en perspective donc que récuse le gouvernement lui donne néanmoins encore moins de chances d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année. Les conséquences prévisibles d'une croissance au plus bas avec Alexandra Collineau. Récession, le mot est lâché, une première depuis 2009. Le FMI et le Haut Conseil des finances font les mêmes prévisions, moins 0,1% de PIB en France pour 2013. On produira donc moins de richesses que les années précédentes. Chaque année, on produit toujours un peu plus de richesses et donc cette production doit croître à des rythmes d'environ 1,5-1,6%. La récession, c'est que à un moment donné, au lieu de croître, cette production diminue, c'est-à-dire qu'on produirait moins cette année qu'on produisait l'année dernière et donc on retrouverait des niveaux de production qui prévalaient il y a 3 ans. Vous avez les 3 agents nationaux, État, ménages, entreprises, qui baissent leurs dépenses. Dans ces cas de figure, vous avez un effondrement de votre demande intérieure et si vos partenaires mènent la même stratégie, le 4e élément qui est l'extérieur s'effondre également. Conséquence de cette situation, une hausse du chômage et du déficit. Dans son rapport semestriel, le FMI a mis en garde contre la fragmentation croissante de l'économie mondiale, partagée entre le dynamisme des pays émergents, la résistance des États-Unis et le décrochage de l'Europe.
car l'Europe est désormais la seule région mondiale en récession. Et dans ce contexte, c'est le rapporteur PS du budget à l'Assemblée, Christian Eckert, qui dit regretter que les mesures de la boîte à outils pour l'emploi tardent à produire leurs effets. Il faut mettre le turbo, dit-il, en matière d'emploi d'avenir et de crédit d'impôt compétitivité. Autre réforme censée aider l'emploi, la transcription en ce moment dans la loi de l'accord sur la sécurisation qui avait été négocié il y a quelques mois entre le patronat et une partie des syndicats. Une manifestation hostile s'est donc tenue devant le Sénat, quelques centaines de personnes. Et à l'intérieur de l'hémicycle, l'écho était relayé par les sénateurs communistes qui ont demandé la suspension des débats. Le débat est toujours aussi vif. Joachim Rob. En musique et en ordre de bataille, aux portes de la Haute Assemblée. Avant son examen en séance, les sénateurs communistes s'unissent aux syndicats opposés à l'accord sur la sécurisation de l'emploi. C'est la déstructuration du code de travail, c'est les licenciements économiques offerts sur un plateau aux employeurs, c'est la flexibilité, c'est la précarité. Dans le collimateur des élus communistes, le dispositif qui permet aux entreprises de négocier le temps de travail avec les salariés. C'est-à-dire la possibilité d'un chantage patronal pour dire aux salariés: vous devez baisser vos salaires, vous devez changer vos conditions de travail, vous devez accepter de la mobilité forcée, sinon on licencie. La pression dans la rue et la bataille qui se poursuit dans l'hémicycle, les sénateurs communistes demandant en vain la suspension des débats pour protester contre le peu de temps accordé à l'examen du projet de loi, un texte qui devrait donner lieu à un renversement des alliances. Nous sommes au groupe UDI très favorables à l'accord qui est intervenu entre les syndicats et le patronat. Il s'agit maintenant de voir ce que la loi va reprendre de l'accord. Les sénateurs centristes souhaitent protéger les possibilités de recours au temps partiel, notamment pour les services à la personne, une préoccupation partagée à l'UMP qui a déposé une quinzaine d'amendements. En fonction de l'accueil qui sera fait de nos propositions par la majorité et par le gouvernement, nous adapterons notre vote final qui peut aller du vote négatif, du vote favorable ou de l'abstention. Le vote final devrait intervenir vendredi ou samedi. Notre débat maintenant donc entre l'économiste Philippe de Sertine. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes membre du Haut Conseil des finances publiques qui est présidé par le socialiste Didier Migaud. Vous avez publié hier des hypothèses de croissance qui alarment, sauf manifestement Pierre Moscovici. Vous allez pouvoir lui répondre dans un instant puisqu'il ne retient pas la perspective d'une récession. Et face à vous, le sénateur communiste Gérard Lecam. Bonsoir. Donc merci d'être là également. Que répondez-vous d'abord, monsieur de Sertine, à la réponse aujourd'hui du gouvernement? Est-ce que vous avez annoncé hier donc une récession pour 2013? Non, je crois qu'il y a un faisceau aujourd'hui de prévisions qui sont données notamment par le FMI, qui sont données notamment par des organismes extérieurs, que effectivement les perspectives de croissance ne sont pas bonnes pour la France et vont sans doute aller en empirant. Je crois que là aujourd'hui, on est dans une situation où en effet, malheureusement, on constate que la conjoncture n'est pas bonne et que les nouvelles que nous avons et de l'Europe et par rapport à ce que disait le reportage et aussi de l'extérieur de l'Europe, je rappelle que les États-Unis ont fortement comprimé leurs prévisions de croissance, que la Chine a annoncé également que sa croissance était beaucoup moins forte que prévu cette année. Nous sommes effectivement dans une conjoncture difficile au niveau mondial. Mais donc, je vous le disais, Bercy ne change pas sa prévision de croissance, est stable toujours sur une croissance quand même raplapla, mais quand même 0,1%. C'est une réponse purement politique pour vous ? Non, là, je dirais ça m'appartient pas de juger. Je dirais les organismes et y compris d'ailleurs le Haut Conseil des finances publiques est un organisme qui donne un avis et donc le gouvernement ensuite bâtit un certain nombre de scénarios et doit voir ensuite comment il va gérer sa politique. Nous avons rendu un avis, c'est tout. D'accord, très bien. Voilà. Monsieur Lecam, comment est-ce que vous recevez ces avis qui se multiplient effectivement des organismes, aujourd'hui même l'OFCE qui est sur la même ligne d'une récession pour cette année en 2013? C'est le rôle des experts, des économistes, de faire des prévisions, et c'est le rôle des politiques de les faire mentir. Ça va être notre rôle dans le cadre de cette politique austéritaire que nous ne partageons pas. C'est d'ailleurs pourquoi nous ne sommes pas dans ce gouvernement. C'est vraiment la ligne de fracture entre nous et ce gouvernement, cette politique austéritaire. Et effectivement, je crois que c'est à partir de là qu'on peut engager le débat sur une autre politique. Aujourd'hui même, le chef de l'État et puis son Premier ministre ont défendu non seulement leur sérieux budgétaire, ce qui est normal, mais également le fait qu'ils poursuivaient une politique de gauche, loin des incantations. Ça, c'est une leçon qui vous est adressée peut-être directement.
Je ne vois pas en quoi c'est une politique de gauche, dans la mesure où on va encore faire porter les efforts sur les chômeurs, sur les allocations familiales, sur les retraités, qui sont généralement des gens qui sont modestes pour l'essentiel d'entre eux. J'en ai rencontré encore une délégation intersyndicale cette semaine à ma permanence. Ça ne va pas du tout dans le sens de ce que fait le gouvernement, ce que demandent les associations de retraités. Au contraire, ils demandent à revaloriser, par exemple, leur retraite. Pour les allocations familiales, bon, on pourrait dire, c'est pas le rôle du Parti communiste de défendre les 15% de familles les plus aisées. Seulement, nous avons toujours eu une position claire, on ne touche pas aux règles des allocations familiales. Si on veut s'attaquer aux familles les plus aisées, c'est par l'impôt sur le revenu. Les riches touchent autant que les pauvres. C'est par l'impôt sur le revenu qu'il faut le faire. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs défendu 14 tranches, une progressivité dans cet impôt sur le revenu. On ne peut pas constamment taper à tous les niveaux. Donc on ne peut pas tenter de serrer les boulons budgétaires à vous écouter. Écoutez, il y a d'autres solutions pour trouver de l'argent. L'argent existe et nous avançons plusieurs solutions. On a beaucoup parlé d'évasion fiscale, par exemple, cette semaine, qui se situe entre 40 et 80 milliards. Suite à l'affaire Cahuzac, c'est un sujet qui est venu au grand jour. Et là, je pense qu'il y a moyen de récupérer quelques milliards assez facilement, mais pour cela, il faut... C'est une option qui est retenue quand même par Pierre Moscovici. Il dit que ce sera l'un des efforts poursuivis pour alléger un peu la dette de l'État. Philippe de Sertine, la question est donc reposée. Y a-t-il une autre politique possible que celle que revendique le chef de l'État, mais qui est même contesté parce que certains, à contrario de notre ami communiste, disent qu'il ne va pas assez loin. Est-ce qu'il y a une autre politique possible? Non, je crois que vraiment par rapport à cette crise qui a commencé, il faut le rappeler, en 2007, c'est-à-dire qui dure très longtemps, qui est une maladie très grave dont souffre aujourd'hui l'économie mondiale, mais tout particulièrement l'économie occidentale. La tentation sans cesse est de refuser au fond le médicament, le traitement très dur que l'on doit absolument ingérer. Alors vous dites médicaments très durs, on parle donc des chômeurs, des retraités, des familles, tout ça. C'est une vraie question. La question, c'est de dire la souffrance qui va en résulter. Si la souffrance qui en résulte est une souffrance très grave, il faut voir comment on peut la traiter, mais ça ne signifie pas qu'il faut arrêter le traitement. C'est cela qui est très important. Et je pense qu'évidemment, quand on est dans une situation comme celle-là, politiquement, c'est très compliqué à porter un message de dire que là, nous sommes dans une situation où nous rectifions des erreurs monumentales qui ont été causées. Mais pour vous, est-ce que le gouvernement va assez loin? Je crois que le gouvernement doit se tenir aux objectifs de la France. Les objectifs de la France, c'est le retour à l'équilibre. Ce n'est même pas le retour aux 3%, c'est le retour à l'équilibre. Non seulement la France en a besoin du point de vue de ses dépenses publiques, mais la zone euro, et si la zone euro en a besoin, il faut se souvenir que la zone euro a été en danger il y a un an juste. Et donc nous sommes dans une situation encore d'extrême gravité. Donc vous estimez, pour être clair, que les exigences de Bruxelles sont fondées? Les exigences de Bruxelles sont les exigences de la France. Attendez, Bruxelles n'a pas défini ça. Qui ont été adoptées, évidemment, voilà. C'est la France qui les a prises. Donc elles sont légitimes, je vais vous faire dire. Elles sont légitimes pour vous. Pour vous, Monsieur Le Cam, est-ce qu'elles sont légitimes ou est-ce qu'il faut relâcher les exigences bruxelloises, qui sont celles qui ont été adoptées, je le rappelle, donc par toute la zone euro? Y compris par la France. Y compris par la France. Nous appartenons à la zone euro. Ce n'est pas par hasard si les communistes n'ont pas voté la règle d'or, ni le pacte budgétaire européen, qui sont un véritable carcan pour les finances de l'ensemble des pays européens. Aujourd'hui, les pays sont sous contrôle de l'Europe et ils n'ont plus donc de liberté de manœuvre. Et c'est pour répondre à cette austérité exigée par Bruxelles, par l'Europe, que M. Moscovici et ce gouvernement rajoutent une louche d'austérité sur le peuple qui, lui, n'est pas responsable de cette crise. On sait d'où viennent les responsabilités de cette grande crise qui dure depuis plusieurs années désormais. Mais on fait payer le peuple. Et pendant ce temps-là, les actionnaires continuent d'encaisser toujours plus d'argent sur le dos de ceux qui travaillent. Donc il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, est-ce que vous répondez à cela, Philippe de Sertine? Non, mais je crois que là, vous voyez, vraiment, il y a deux problèmes. Il y a le problème technique. Il y a un problème technique et le problème qui vous oppose. Mais quand même, qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Non, c'est pas la question. Je crois qu'il y a un choix politique. Ça, c'est une chose. Et il y a la question technique. La crise que nous vivons est une crise de la dette de l'Occident, qui fait peser d'ailleurs sur l'ensemble du monde, y compris sur le monde émergent, qui n'a absolument pas demandé, des menaces très graves sur son avenir. Mais quand vous entendez dire qu'il y a de l'argent à prendre ailleurs que dans la poche des Français.
Non, on avait dit des Français, on a dit d'autres solutions. Moi, je pense que les politiques peuvent choisir le moyen qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est que nous allions vers cette réduction de la dette publique faramineuse. Ce qui est important, c'est que nous sauvions la zone euro, parce que l'économie mondiale est toujours en danger aujourd'hui. Je crois qu'il faut le marteler, le sablier s'écoule. On a dit les banques centrales sont intervenues il y a 1 an pour essayer justement d'empêcher la spirale de repartir. On a bien dit, on a utilisé la bonne formule à ce moment-là, les banques centrales achètent du temps. C'est tout ce que nous avons fait. Les banques centrales ne soignent rien. Vous entendez les propositions faites par la gauche du PS et par le Parti communiste. Vous dites que le choc en retour serait pire encore si on suivait ces règles-là. Ce que je crois, c'est que ces propositions, et il peut y en avoir d'autres, quelles qu'elles soient, elles doivent être dans la même idée. La même idée, c'est sauver au plus vite la zone euro. Ensuite, c'est un choix politique, c'est le choix de l'électeur. Et ça, je n'ai pas du tout à interférer là-dedans. En revanche, l'idée que nous ne diminuions pas rapidement le déficit, que nous ne réduisions pas en accélérer la dette française, qui peut devenir incontrôlable très vite, ça, cette idée-là, à mon avis, elle est centrale. Je ne sais pas s'il y a un point d'accord qui peut se dégager entre vous, mais c'est sur l'augmentation des impôts, puisque Philippe de Sertine, on va atteindre un record en la matière, en taux de prélèvement obligatoire en 2014. Est-ce que c'est un danger que l'on fait courir à l'économie en prélevant encore des impôts sur les Français, 6 milliards de plus par exemple, en raison de la récession? C'est un danger. La réponse est oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est en train de réduire la dette et le déficit, vous avez 2 solutions, augmenter les impôts et réduire les dépenses. L'augmentation des impôts en France arrive à son extrême limite. C'est-à-dire que lorsque vous continuez à réduire ensuite, eh bien vous allez avoir de tels effets, on parle souvent d'effets multiplicateurs, de tels effets sur la croissance que vous finissez par avoir un contre-effet encore pire que la décision. Qu'il faille réduire la dette, nous sommes d'accord sur ce point précis. Augmenter les impôts, tout dépend à qui on les fait supporter. Je vois par exemple les niches fiscales. M. Moscovici en parle. Elles représentent 42 milliards selon l'inspection générale des finances. Donc il faut y aller beaucoup plus fort et là on peut dégager certainement des sommes importantes. Quand on parle d'impôts, aujourd'hui les revenus du capital sont beaucoup moins imposés que ceux du travail. S'ils étaient imposés au même niveau, cela rapporterait 20 milliards d'euros. Donc l'argent, vous voyez, il est relativement simple à trouver, mais ça dépend de décisions politiques. Et ces décisions ne sont pas prises par ce gouvernement. Quant à l'austérité, les pays commencent à réfléchir en Europe. On a bien vu que le remède ne fonctionne pas en Grèce, par exemple. Je lisais cet après-midi que le Portugal s'est vu retoquer 1,3 milliard par la Cour constitutionnelle, qui était des économies faites sur les retraites, etc., sur les salariés. Et les Pays-Bas ont renoncé à 4 milliards d'austérité qu'ils avaient prévu, parce qu'ils sentent bien qu'il y a un problème et qu'il faut regagner la confiance du peuple pour redonner envie de faire quelque chose. Malgré l'appartenance à la zone euro, les engagements des différents États, il y a quand même des résistances qui se traduisent par des refus dans certains pays déjà. La tentation, depuis le début de cette crise, de dire cette crise, vraiment on en a marre, on veut que ça reparte, la tentation de la relance, elle existe depuis le début de la crise. Et à chaque fois qu'on l'a lancée, on s'est rendu compte une catastrophe encore plus forte parce qu'on rajoute de la dette à la dette. Voilà, donc voilà, 2 positions qui s'opposent sur ce plateau. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange. Toute autre chose, le Parlement a adopté aujourd'hui la réforme des scrutins locaux par un ultime vote de l'Assemblée nationale. La grande nouveauté sera donc l'instauration dans chaque canton d'un binôme homme-femme. Le nombre de cantons sera divisé par 2. Seuls les socialistes ont voté pour. La fin de la facilité offerte aux parlementaires et aux anciens ministres pour devenir avocats. En plein débat sur les conflits d'intérêts, le journal officiel a publié le décret annulant une mesure prise juste avant l'élection présidentielle. Julie Hulin. Les avocats l'avaient surnommé le décret poubelle. François Hollande avait promis son abrogation, c'est chose faite. Depuis ce matin, le décret controversé facilitant l'accès des parlementaires et anciens ministres à la profession d'avocat est désormais supprimé. Une grande victoire pour le barreau de Paris. Il y a une incohérence à considérer qu'une profession juridique pour laquelle nous avons un certain nombre d'années de formation, pour lesquelles on exige une formation continue, on exige une expertise, une expérience, qualité qui est différente, soit si facilement accessible à certains. Le décret apparu quelques semaines avant l'élection présidentielle permettait aux anciens députés, sénateurs et ministres de devenir avocats sans formation ni examen spécifique, sous réserve d'être titulaire d'une maîtrise en droit
et de justifier de 8 ans d'exercice de responsabilité publique. Son abrogation laisse perplexe certains parlementaires. On passe d'un certain laxisme à un interdit. Qu'est-ce qu'on a gagné? Cette question méritait une réflexion, une mise à plat, peut-être une redéfinition tranquille, sereine des règles de passage vers la profession d'avocat, entre autres pour des gens qui viennent du monde politique. Et là, pour être en quelque sorte dans l'air du temps, dans le ton, on supprime cette possibilité. Le débat reste ouvert puisque la chancellerie et le Conseil national des avocats s'accordent aujourd'hui sur la nécessité de réformer en profondeur l'accès à la profession d'avocat. Les avocats qui contestent par ailleurs leur éventuelle exclusion du Parlement avec l'interdiction envisagée de certaines professions aux élus, le Conseil national des barreaux dénonce aujourd'hui un projet scélérat qui discrédite le métier d'avocat. Climat de tension à Marseille aujourd'hui avec l'ouverture du procès de Jean-Claude Masse, l'ancien dirigeant de la société PIP qui s'est retrouvé face à ses victimes. Certaines ont reçu une prothèse mammaire à la suite d'un cancer, d'autres parce qu'elles souffraient de leur apparence physique. Leur colère s'est donc exprimée dès le début de l'audience dans une aile du palais des expositions transformée en gigantesque palais de justice. Jérôme Rabier. 5250 plaignantes, un palais des congrès aménagé en tribunal pour l'occasion et 5 prévenus dont Jean-Claude Masse, ancien dirigeant de l'entreprise PIP qui fabriquait les fameuses prothèses mammaires défectueuses. Un premier procès qui doit durer 1 mois, l'occasion pour les victimes d'être enfin confrontées à Jean-Claude Masse. Alors les victimes sont peut-être noyées vu le nombre, mais chaque cas sera pris individuellement. Chacune a souffert différemment des prothèses mises en cause. Donc c'est un procès qui va marquer le début d'un épisode judiciaire qui va être très très long. Une procédure longue car l'affaire a été découpée en 3 volets. Dans ce procès, Jean-Claude Masse et 4 collaborateurs sont poursuivis pour tromperie aggravée et escroquerie et encourent jusqu'à 5 ans de prison. En cause, l'usage d'un gel de silicone utilisé dans l'industrie est 10 fois moins cher que le gel certifié. Les enveloppes des prothèses PIP avaient aussi un taux de rupture très élevé chez certaines patientes qui attendent beaucoup de la tenue de ce procès. Le premier souhait, c'est qu'ils soient reconnus en tant que coupables, chose qui ne fait aucun doute. C'est que les victimes soient replacées justement à leur rang de victimes et non plus montrées du doigt. Et c'est évidemment d'obtenir une indemnisation pour permettre à celles qui n'ont pas pu se faire réopérer, encore faute de moyens, de pouvoir avoir accès à cette réopération. Une indemnisation peu probable, Jean-Claude Masse et sa société s'étant déclarés insolvables. Seul un fonds spécial pourrait désormais venir appuyer les victimes, un maigre espoir pour les plus de 5000 plaignantes et les 300 000 femmes dans le monde qui sont concernées. Avec nous donc Bernard Cazeau, bonsoir, sénateur PS de Dordogne, et vous êtes le rapporteur de la mission d'information sur les dispositifs médicaux implantables, hein, c'est la formule. Donc on l'a rappelé, là, 5250 plaignantes qui espèrent bien sûr des sanctions à la hauteur de leur souffrance, mais déjà elles estiment qu'elles ne seront pas à la hauteur. Il est certain qu'on ne remplace pas le préjudice de souffrance que vont avoir ces femmes, ne serait-ce que parce qu'il va falloir remplacer les prothèses pour certaines, et pour d'autres même avoir des conséquences. Parce que la prothèse aura laissé filer du produit, parce qu'il y a des réactions secondaires, parce qu'il peut même y avoir à la limite, ça n'a pas été démontré tout à fait, mais pourquoi pas des cancers qui peuvent se développer sur un tel terrain. Alors les prévenus, hein, en cours 5 ans de prison, mais il n'y aura pas d'indemnité majeure en vue. Et d'ailleurs, Jean-Claude Masse a annoncé aujourd'hui une pension de retraite de 1 700 €. Pourtant, les bénéfices étaient quand même conséquents pour son entreprise. Hein. Effectivement. Bon, c'est une véritable escroquerie. C'est une escroquerie qui a été favorisée d'ailleurs par une procédure de certification qu'il faut tout à fait revoir au niveau européen, qui a été complètement dévoyée, et puis qui a été aussi favorisée par le fait qu'on ne s'est pas inquiété, il n'y a pas eu de surveillance de cette fabrication, ni surveillance inopinée, et il y a eu des réseaux d'alerte, notamment américains, notamment australiens, qui ont refusé d'accepter ces produits pour des raisons diverses, mais qui les ont refusés. Et en France, en Europe, ça n'a pas suivi. Alors il y a donc, si on vous comprend bien, eu une double faille. D'abord des organismes de contrôle, donc ils sont mis en cause par les victimes. Incontestablement. C'est qui alors? C'est qui? C'est des agences? L'organisme de certification européen. Alors ça, c'est la faille au niveau des entreprises. Voilà, c'est l'entreprise qui certifie. Alors c'est le producteur qui l'a choisi et il choisit le système. Alors, il s'attribue lui-même le label. Voilà, l'entreprise qui était allemande a jugé de la qualité du produit sur dossier.
n'a pas été dans l'entreprise. Alors les contrôles après coup, alors là ça met en cause les agences sanitaires. Les contrôles après coup, il faut faire des contrôles inopinés véritablement. D'abord il y a peu de contrôles et en plus quand il y en a, ils ne sont pas inopinés. Alors si vous prévenez 15 jours avant un industriel du genre de M. Mas, eh bien, il a le temps de rectifier les choses et le contrôle ne sert à rien. Vous aviez réclamé très vite des réglementations plus contraignantes. Est-ce que, depuis le scandale, les choses se sont améliorées? La sécurité est-elle plus grande? Écoutez, l'Europe est en train de véritablement revoir sa copie, mais l'Europe c'est très long. Et il ne faut pas s'y attendre avant 2 ou 3 ans que ça soit voté. Et puis parallèlement au niveau national, l'Agence nationale de sécurité du médicament a pris les choses en main de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus précise que ne le faisait peut-être l'AFSAPS, c'est-à-dire sa prédécesseur. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu plus de sécurité, mais il n'y a pas quand même une sécurité totale. Encore aujourd'hui, nous avons... par exemple, je vous donne un exemple récent, les prothèses Stryker, qui sont des prothèses de hanche, qui viennent d'être sorties du marché parce qu'il y a des problèmes qui n'avaient pas été mis en œuvre, qui n'avaient pas été... Est-ce qu'il faut redoubler de vigilance pour tout type de prothèses et d'implants aujourd'hui? Je crois oui. Par exemple, quels sont les implants que l'on utilise le plus aujourd'hui? Ce sont les prothèses de hanche, les prothèses de genoux, tous les implants cardiaques. Vous nous dites que quand on va se faire opérer, hélas, on n'est pas sûr forcément de recevoir dans le corps un substitut. Il y a des incidents. Nos industries, sans danger. Un certain nombre quand même sont des industriels sérieux et les choses sont quand même très vérifiées. Mais bon, il y a des impondérables d'abord. Les vérifications souvent... Il y a surtout l'envie peut-être de certains industriels de faire de l'argent comme M. Mas. Pour certains, oui. Pour d'autres, j'espère non. Pas seulement, du moins. Ils espèrent faire de l'argent, mais pas seulement. Le faire de l'argent n'implique pas de ne pas avoir de sécurité dans son produit. D'ailleurs, un très bon produit fait de l'argent. Donc, il est incontestable qu'il faut vérifier chez certains industriels qui seraient un peu laxistes ou dans des produits d'innovation qu'on n'a pas tellement maîtrisés. C'est des produits d'innovation qui sont nouveaux sur le marché, ne font leur preuve qu'au fil des années et il faut, je crois, dès le départ, avoir vérifié suffisamment les choses, autant faire que se peut. Bernard Cazeau, vous avez écouté les plaintes de ces femmes tellement légitimes. Je les ai entendues, même personnellement. Bien sûr, vous les avez auditionnées. Et aujourd'hui, à l'ouverture du procès, on les a entendues exprimer un grand besoin de reconnaissance. Est-ce que vous avez été surpris? Elles estiment que trop souvent, elles ont été montrées du doigt, elles. Oui. C'est extrêmement pénible. Je crois qu'on pense que... Parce que ces prothèses, elles ont été faites dans un but esthétique, mais elles ont été faites aussi dans un but thérapeutique. Il y a de tout là-dedans. Donc il faut faire la part des choses. Et puis après toutes les demandes des patients sont légitimes. Même dans un but esthétique, il y a une raison parfois psychologique absolument nécessaire pour la vie d'une personne. Quand les gens n'acceptent pas leur corps. Bien sûr, il est tout à fait normal qu'à un moment donné de sa vie, on puisse remédier à telle ou telle chose dans la mesure des possibilités de la science, bien sûr. Merci Monsieur Cazeau. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, question d'info. Bonsoir et à demain à 19h.